volvió. Denis Quin, d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Rien. Alors, on sait qu'on t'a connu en tant que joueur, beaucoup t'ont surtout reconnu en tant qu'arbitre. Avant toute chose, où et quand es-tu né et comment finalement tu as découvert le basket en e-sport? Alors, je suis né donc à Bobigny, donc dans le 93 en région parisienne. Il y a non, le 2 juin 76, si on veut être précis. D'accord. Ça ne nous rajeunit pas. Le basket, moi j'ai découvert, je dirais, deux fois le basket. J'ai découvert d'abord le basket valide, par hasard, quand j'étais tout jeune, j'avais peut-être 8 ans. Et voilà, je recherchais un sport après une expérience pas top au football. Et puis voilà, j'ai découvert le basket et depuis j'ai continué, j'avais bien accroché. Et pour ce qui est du basket fauteuil, j'ai découvert ça, j'avais une douzaine d'années environ. J'ai rencontré donc les anciens le connaissent certainement, Arthur Bellance. Arthur Qui Bellance. allait... Et oui, c'est par lui que j'ai découvert le basket fauteuil. Ah, Il le vendait dans les métros. c'était une Il grande vendait gueule. Et il vendait, c'est vrai qu'il vendait à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord. Gare du Nord. Gare du Nord, il vendait des espèces de, tu sais, il faisait des Oui, des chiens, petits animaux fantaisies. ouais, Et des voilà, animaux. c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis j'avais sympathisé avec lui. Puis un jour, il me dit ouais, tu fais du sport. Moi, fièrement, je dis ouais, je fais du basket. Et lui, il me dit moi aussi. Sauf que à l'époque, le basket, enfin le sport handi en général était encore moins médiatisé qu'aujourd'hui. Donc j'ai eu un peu de mal à le croire dans un premier temps, clairement. Et puis du coup, après, je suis allé le voir, aller 1 à 2 fois par an. J'appréciais bien. Moi qui étais dans le basket, ça restait du basket en fait. Et puis voilà, puis un jour, je me suis rapproché de son club. À l'époque, il jouait à Saint-Ouen, donc plus pour arbitrer en fait. Et Trienne, qui était président de Saint-Ouen à l'époque, m'a dit écoute, depuis cette année, les valides ont le droit de jouer, est-ce que ça te dirait de tenter l'expérience? Moi, je voulais au moins m'entraîner un peu pour avoir des sensations, pour mieux pouvoir juger en tant qu'arbitre. Et puis du coup, j'ai fait plus que m'entraîner, puisque j'ai intégré l'équipe réserve de Saint-Ouen. Puis après, j'ai eu un parcours assez long, on va dire, en tant que joueur. Alors, dans tous les clubs que tu as plus ou moins fréquentés, dans lesquels tu as joué, dans quel club finalement tu as eu le sentiment où tu as le plus appris? J'ai un peu appris dans tous les clubs en fait où je suis resté un minimum, puisque en plus le basket fauteuil a beaucoup évolué. Tu te souviens toi Et de ton premier fauteuil avec lequel tu as joué? oui, Ouais, oui, oui, ouais. mon premier fauteuil c'était un Dupont blanc. Et est-ce qu'il y avait déjà une roue anti-bascule ou pas? Non, non, Non? non. C'est ça, hein? Sur mes premiers fauteuils, j'ai pas eu de roulette anti-bascule. J'ai eu un Dupont blanc, j'ai eu le Poirier jaune aussi ensuite. Après, je suis passé au Quichy GPV. Ouais. Et enfin, en 2001, je crois, j'ai récupéré un Quichy All Court qui appartenait avant à Alain Trolon. Et donc, c'est mon premier fauteuil à roulette anti-bascule. Et après, je joue sur un Mera depuis, je sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc là, tu nous parlais justement des équipes dans lesquelles tu avais le plus appris. Et donc toi, tu as quand même pas mal voyagé parce que tu as fait Saint-Ouen. Après, tu es passé par où finalement? Est-ce que tu te souviens un peu Euh, de tes pérégrinations? ouais, 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 ouais. Donc, alors attends, je m'étais listé ça parce que tu m'avais un peu annoncé, donc histoire d'être sûr de n'oublier personne. Donc, j'ai fait Saint-Ouen, donc j'ai joué 4 ans, je crois, à Saint-Ouen. Oui, Ensuite, il y avait Trienne, il y avait il y avait Trienne, il y François Longuet, avait François il y avait Longuet, Denis Naval-Potro. oui, Philippe Naval-Potro, donc il y avait Oui, Arthur Arthur Bellance Bellance, bien aussi. sûr, oui. Il y avait Willy aussi, Willy Oui, Noé, oui, qui qui jouait malheureusement a avec nous disparu. à l'époque, il Oui. nous a quittés l'année dernière. Il y avait qui d'autre? Philippe Belon aussi avait Oui. fini sa carrière avec l'équipe réserve de Saint-Ouen. Et puis il y Donc avait aussi voilà, You, et il y avait que des You, anciennes gloires. et You, il y avait aussi You, You, oui, You You, Trienne aussi. You Trienne. Donc après ses débuts à Saint-Ouen, j'ai joué une saison avec le club de Grenoble. Donc je m'entraînais dans différents clubs parisiens et le vendredi après le travail, je partais m'entraîner avec Grenoble. Puis on a monté le club de Meudon qui a Avec duré Anak quelques Pioche. années.
avec Anna Pioche, avec Anne Oui. Soligère à l'époque aussi. Euh, c'était une belle épopée puisque le club est parti de rien et est arrivé en National 1B assez rapidement. De Meudon, je suis parti jouer à la JDA à Dijon. Donc j'ai fait une première saison où on a fini vice-champion de France de National 3. Ensuite, pour différentes raisons liées aux dirigeants de l'équipe, j'ai joué à Hayan. Enfin, j'ai signé à Hayan. J'ai joué la Coupe de France avec eux. On a fait un match et ma saison s'est terminée. Ensuite, je suis retourné à Dijon, où là, on était à l'époque en National 1B. Nous sommes montés en National 1A. Ensuite, ne pouvant pas jouer et arbitrer au même niveau et privilégiant quand même ma carrière d'arbitre à celle de joueur, l'année où la JDA était en National 1A, j'ai joué à Narbonne. Donc Narbonne, entraîné par Malik Abès à l'époque, qui avait dans son effectif 3 joueuses de l'équipe de France France. féminine. Oui, puis on rappelle que Malik a été aussi le coach de l'équipe de France féminine, hein, Et voilà, à l'époque, à l'époque, il oui, était l'entraîneur de exactement. l'équipe de France féminine à l'époque. 3 joueuses de l'équipe de France. Moi qui étais aussi dans le staff équipe de France, parce que j'étais le mécano de l'équipe de France filles à l'époque. Et puis la saison suivante, je suis revenu à Dijon, puisque après cette année, cette saison catastrophique en A, le club a décidé de repartir avec un effectif purement local et au plus bas niveau. Et donc j'ai repris avec l'équipe en National 2. Je ne me rappelle plus en quelle année, mais ça commence à faire maintenant. Et depuis, je n'ai pas quitté Dijon. Alors, ce qui fait que quand même dans ton parcours, enfin, est-ce que pour toi ça a été un choix difficile entre une option finalement de prendre la direction d'arbitre et celle de joueur? Parce que on a le sentiment que tu as quand même plus axé sur le fait de ton choix sur le corps arbitral, finalement, qu'en tant que joueur. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi tu as plus opté finalement pour être arbitre que pour joueur? Parce que mon choix initial était, enfin mon approche du basket fauteuil était initialement pour en tant qu'arbitre. Donc le fait de jouer m'a apporté, je pense, un plus en tant qu'arbitre, la connaissance du jeu, la sensibilité des contacts, voilà, les conséquences ou non d'un contact. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière d'arbitre. Et puis en tant que joueur, ma plus grosse ambition aurait été de pouvoir jouer en National Luna, parce que bon, j'ai quand même la chance d'être valide, hein, je vais pas m'en plaindre. Alors que bon, en tant qu'arbitre, rapidement, j'ai pu évoluer vers le haut niveau, la National Luna, et puis ensuite, effectivement, L'international? passer international. Donc, arrivé à un moment, effectivement, le choix était pour moi tout à fait évident dès le début. Alors, tu nous as parlé en tant que joueur, mais que tu as préféré toi en tant qu'arbitre. Finalement, quand tu es arbitre, est-ce que en même temps que tu arbitrais, est-ce que tu te mettais également dans la place du joueur au niveau de tes coups de sifflet, par exemple? Parce que joueur et arbitre, finalement, tu avais les deux visions. Tu as donc la vision du joueur qui est sur son fauteuil, mais toi aussi, tu as la vision du corps arbitral. Donc, est-ce que des fois, tu n'as pas eu le sentiment que tes coups de sifflet, des fois, étaient un peu mal sifflés finalement? Ou est-ce que tu as le sentiment que non, tous les coups de sifflet étaient finalement bien sifflés? Oh bah non, je pense que je suis comme, je dirais, comme tous les arbitres et on commet tous des erreurs sur un match, hein, quel que soit notre poste, notre fonction sur une rencontre, qu'on soit joueur, arbitre ou coach. Je pense que celui qui dit qu'il fait un match parfait, qui prend toutes ses décisions sont toujours bonnes, je pense qu'il ne sera pas objectif sur sa prestation. Oui, en tant qu'arbitre, on commet des erreurs, donc il y a des fois, on s'en rend compte sur l'instant, et puis on se dit là je crois que j'ai commis une boulette. Et puis il y a des fois dans le flou du match on ne s'en rend pas compte. Quand on a la chance d'avoir la vidéo, qu'on regarde la vidéo, on s'en rend compte quelques jours plus tard en regardant la vidéo. Puis Mhm. parfois on ne s'en rendra jamais compte. Mais oui, il est certain qu'un arbitre, quel qu'il soit, sur une rencontre, commettra des erreurs dans ses coups de sifflet ou dans ses non-coups de sifflet de contact, de décision qu'il aura décidé de ne pas siffler, qui aurait mérité de l'être. Mais par exemple, quand tu es arbitre, est-ce que tu arrives à rester
totalement concentré en tant qu'arbitre ou des fois tu fuites un peu et puis tu te vois en tant que joueur en disant oh merde, là il y a un espace, vas-y, rentre. Est-ce que des fois il t'est déjà arrivé, lorsque tu as sifflé, de sortir un peu pour t'imaginer à la place du joueur, de tel ou tel joueur, en disant par exemple là il y a un trou, pourquoi il rentre pas? Mais pourquoi il rentre pas? Ah oui, oui, ça c'est une réflexion qui m'arrive de me faire effectivement quand je vois que il y a quelque chose que le joueur fait qui est total, enfin qui moi me paraît être un mauvais choix. Je me dis mais pourquoi il fait ce choix-là? Pourquoi il va pas dans cet espace-là? Ou au contraire, pourquoi pourquoi le petit point qui est tout petit sur ton fauteuil il va dans la raquette au milieu des trois grands avec le ballon, il est sûr de perdre ton ballon quoi. Il y a effectivement j'ai parfois cette lecture de joueur. Alors du coup, ça peut aussi me surprendre parce que justement, normalement, mon côté joueur, j'ai envie de dire, je m'attends à ce que j'essaye d'anticiper justement le jeu de par mon vécu de joueur et de me dire, ah bah là, il y a un espace, le joueur va essayer, logiquement, il va prendre cet espace, donc il faut que je sois vigilant sur le retour du défenseur dans l'espace que va prendre l'attaquant. C'est en ça que mon côté joueur m'aide en tant qu'arbitre. Après, bah, c'est vrai que bah, des fois, je ne vois pas tout non plus, toutes les situations. Puis des fois, les joueurs ont une autre lecture que moi ou des consignes du coach de jouer d'une façon différente de celle dont moi j'ai l'habitude. Et après, j'essaye de comprendre le jeu des joueurs pour mieux, pour être plus à même en tout cas à être bien placé pour prendre la bonne Bonne décision décision. par rapport à ce qui va se produire dans le jeu. Siffler en championnat de France, siffler en coupe d'Europe et siffler dans d'autres matchs, est-ce que je suppose que c'est pas du tout les mêmes coups de sifflet. Il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas les mêmes enjeux. Bah, les coups de sifflet, je dirais, dans la majorité sont les mêmes, puisque bon, bah, les règles ne changent pas. Après, effectivement, là où on s'adapte, c'est à l'intensité, c'est à la capacité des joueurs aussi d'encaisser les contacts, puisque il y a dans le basket fauteuil, il y a clairement une notion d'avantage, donc un contact, selon qu'il puisse être encaissé par un joueur ou pas, bah, va le désavantager ou pas. Et c'est vrai que les joueurs qui ont un peu plus de physique, bah, un même contact sur un joueur plus costaud physiquement bah, n'aura pas d'impact sur lui et pourra être négligé. Et un joueur d'un physique un peu moindre, bah, un contact sera tout de suite le déstabilisera et le mettra en situation de désavantage. Et là, il ne pourra pas être négligé. Donc en fait, c'est pas forcément par rapport au niveau de compétition, mais c'est au niveau des joueurs et aux capacités physiques des joueurs que nous allons adapter nos coups de sifflet. Le plus gros match que tu as sifflé, où tu as senti le plus de pression, vraiment une grosse pression, où tu sentais que là ça allait être chaud. Est-ce que c'est quand tu as joué avec les Turcs de Galatasaray? Est-ce que c'était plutôt quand tu as sifflé une équipe allemande ou peut-être une équipe espagnole? Oh, bah, en club, effectivement, les Turcs étaient ont cette réputation d'avoir un jeu très engagé. Après, le plus de pression, je dirais, c'est peut-être plus sur des matchs à gros enjeux comme lors des Paralympiques à Athènes, où là, effectivement, quand on se retrouve sur une demi-finale de Paralympique dans une salle à 10 000 personnes, là, on prend tout de suite conscience De l'ampleur. de l'enjeu du match et de la pression tout de suite qu'il y Et, a et alors, autour de tous les acteurs. justement, quand toi tu t'es trouvé dans cette situation, comment finalement tu l'as vécu? Bah, avant, un certain stress parce que c'était nouveau et puis le contexte est quand même assez exceptionnel quoi. Ça reste le deuxième plus grand événement sportif au monde donc c'est tout de suite impressionnant. Bon, j'ai eu la chance que les premiers matchs se soient bien passés donc du coup d'être assez en confiance sur ce tournoi. Ensuite, bon, on est quand même avec généralement les meilleurs arbitres au monde, surtout quand on arrive sur ces matchs-là. Donc, j'étais aussi rassuré des collègues qui étaient les miens. Et puis, bah, une fois que le match était lancé, après tout, bah, pris dans le feu de l'action, ça reste un match de basket avec des joueurs qui se battent avec un ballon pour essayer de marquer leur panier, quoi. Donc, une fois dans le feu de l'action,
voilà, c'est un match de basket comme les autres. Il y a peut-être un peu de stress avant sur la compétition, mais voilà, dès que le match débute, bah, ça reste un match de basket. Comment se fait justement la sélection? Comment finalement arrive-t-on à être arbitre et à siffler une demi-finale des Jeux paralympiques? Finalement, quel est le parcours? C'est quoi? Il faut des diplômes, il faut avoir il faut faire du copinage. Faut-il, comme on dit, coucher avec, avec, je sais pas, avec le corps arbitral? Je sais pas comment finalement on arrive à être arbitre d'une demi-finale des Jeux Non, paralympiques. faut payer, c'est tout. Non, 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 bah en fait, déjà au départ, faut évoluer au sein de la hiérarchie nationale. Donc, euh, faut, bah, en gros, hélas, en France, on manque un peu de structure je dirais, et de personnes pour pouvoir observer et juger les arbitres. C'est, je pense, un manque au sein de notre organisation. Ensuite, une fois qu'on évolue, donc on arrive à évoluer au sein de la fédération nationale. Notre fédération nous propose à l'examen d'arbitre international, donc c'est une étape à franchir. Donc on est envoyé généralement sur une Coupe d'Europe, on a un test physique à faire, un questionnaire en anglais évidemment, et deux matchs à avoir une note, je ne me rappelle plus, enfin avoir une note je crois de 75, quelque chose comme ça, sur 100. Et si on réussit toutes ces étapes, on est validé. Si on échoue à l'une de ces étapes, eh ben, on n'est pas validé. On a le droit à un rattrapage au niveau du match. Si on rate un match, on a le droit à un troisième match de rattrapage. Mais les deux autres étapes, si on échoue, eh bien, on a échoué pour l'examen et on le représente éventuellement l'année suivante. Alors, une fois qu'on a été une fois qu'on a été sélectionné, est-ce que finalement on reste arbitre international pouvant arbitrer des matchs de haut niveau ou toutes les années ou une fois tous les 2 ans il y a une remise à niveau? Est-ce que tu repasses des tests pour savoir si tu es toujours apte ou pas à siffler finalement ces matchs de grande envergure? Alors bah, déjà en France, on doit se revalider tous les ans. D'accord. Pour, ne serait-ce que pour le niveau national. Donc, tous les arbitres français sont revalidés chaque année avec un stage de formation sur 2 jours. Donc, il y a un côté théorique, un côté pratique sur le terrain. Il y a un test écrit, un test physique. Donc, les arbitres, déjà en France, on est obligé de se revalider tous les ans. Et pour les arbitres internationaux, nous sommes validés arbitres internationaux alors c'est compliqué, non. On va simplifier, on va dire c'est à peu près tous les 4 ans. D'accord. En gros, il y a une Coupe du Monde tous les 4 ans. Et quand on se valide, par exemple, là, la prochaine Coupe du Monde est l'année prochaine, en 2018. Donc un arbitre qui sera validé, par exemple, en 2018, il sera validé jusqu'à la Coupe du Monde 2022. D'accord. Et donc, il faut qu'avant la Coupe du Monde 2022, il ait fait un stage de rafraîchissement, qu'on appelle un refresher clinique, un stage de remise à niveau, où on a pareil, formation théorique. Après, là, on est validé par un test théorique en fin de stage et un test physique. Et donc, après ce stage qu'on aura fait avant la Coupe du Monde 2022, nous serons revalidés jusqu'à la Coupe du Monde de 2026. D'accord. Et ainsi de suite. Et donc toi, finalement, qu'est-ce que tu aimerais siffler comme match? Une finale? Ah bah, j'aimerais être repris déjà sur les gros événements, championnat d'Europe A, championnat du monde, voire Jeux paralympiques dans un premier temps. Mhm. Après, effectivement, si je suis rappelé sur ces événements, bah, j'essaierai de faire Mais alors, le meilleur tournoi pour aller oui, le mais plus alors, loin possible. oui, mais alors comment justement on est sélectionné? Parce que il n'y a pas que les arbitres français, il y a certainement des arbitres américains, européens, etc. Donc comment finalement vous êtes sélectionné? Comment toi tu as été sélectionné pour siffler cette demi-finale? Et ben, en fait, Quels sont les critères? déjà sur tous les tournois que nous faisons, nous sommes observés. Donc, soit il y a des observateurs qui sont là sur le tournoi pour observer les arbitres, soit les premiers tours de Coupe d'Europe, c'est un arbitre plus expérimenté que les autres qui va faire un retour sur la prestation D'accord. des 4 autres arbitres. Et puis bah, après, bah, il regarde par rapport à nos niveaux d'arbitrage pour nous désigner sur telle ou telle autre compétition ensuite.
Et puis, bah, une fois qu'on est sur un gros tournoi, championnat d'Europe ou Jeux paralympiques, bah, là, on est observé sur tous nos matchs. Donc après, bah, ils essayent de prendre des arbitres, les meilleurs ou des arbitres qui iront bien ensemble aussi. Des fois, c'est peut-être pas forcément les meilleurs, mais un arbitre peut-être un peu moins bon, mais qui formera une bonne équipe avec d'autres. En fait, ils forment, alors peut-être pas les meilleurs arbitres, mais ils forment les Une équipe. meilleures équipes d'arbitres pour, pour les rencontres sur les tournois. Est-ce que toi, tu songes déjà plus ou moins ta reconversion? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu te couches le soir ou pas du tout? En te disant, bah tiens, il serait peut-être temps que je pense, peut-être, je sais pas, être demain entraîneur ou peut-être être formateur au niveau des arbitres. Est-ce que tu y songes ou pas du tout? Ouais, j'y songe. Alors c'est pas encore pour demain. Hein. Je me considère pas encore De proche de la la retraite. retraite? Je pense que j'ai encore quelques années, mais oui, bah après, bah je verrai. Formateur, effectivement, je l'ai été sur différents stages en France, et donc voilà, lorsqu'ils ont besoin et qu'ils me sollicitent, je réponds généralement favorablement aux sollicitations de la commission basket pour encadrer les stages ou les jeunes arbitres sur des stages ou sur des rencontres. Après, en tant que joueur, oui, peut-être passer du côté entraîneur. Enfin, j'ai pas trop évoqué pour l'instant l'après, mais voilà, si il sera temps de prendre la retraite en tant que joueur ou en tant qu'arbitre ou les deux, je pense que j'aurai du mal à quitter le milieu, et j'essaierai d'avoir d'autres fonctions pour rester dans notre univers. Est-ce que tu suis au quotidien, enfin, je dirais, des résultats de l'équipe de Dijon et est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore partie de cette équipe et quel est un peu ton rôle en tant que joueur au sein de la GDA? Alors, bah, je fais plus que suivre les résultats de l'équipe parce que je joue toujours. D'accord. Peu, puisque effectivement, je privilégie ma carrière, le côté arbitre, mais j'essaye toujours de me bloquer Match? plusieurs matchs dans la saison voilà, pour garder le contact avec le jeu, pour garder le contact avec l'équipe aussi en championnat. Donc, oui, je suis les résultats, j'ai les résultats en temps réel, puisqu'on a toujours des gens qui nous suivent généralement et on a un groupe d'échange pour tenir tout le monde au courant. Donc les résultats, je les ai très vite. Bon, bah, quand je joue, bah, je les ai encore plus rapidement, forcément. Et puis, bah, en plus, cette année, va dire, on n'est pas trop mal, quoi. Le championnat en B est très, très serré, puisque on est beaucoup à se battre entre 4 et 5 victoires à l'issue des matchs allés. Donc, on pouvait encore espérer se qualifier pour le plateau Coupe de France qui acceptait les 4 premières équipes de National B. Si en cas de victoire du match d'hier, on avait de fortes chances de passer. Bon, hélas, hier, c'était une défaite à Guilherand, Et et là, je crois qu'on justement, n'y alors, sera pas. quelques mots sur ce match d'hier. Que s'est-il passé finalement? Enfin, pourquoi vous avez perdu? Parce que vous aviez une bonne dynamique, a priori. Alors, bah, pour le match d'hier, ça va être difficile pour moi de te répondre, Richard, puisque je n'y étais pas, j'arbitrais. Ah, d'accord. Donc, j'ai pas trop vu les joueurs encore pour pouvoir te dire ce qu'il en est et Le pour bilan, oui. avoir le retour, voilà. J'en ai discuté du coup avec l'un des arbitres du match. Hein. Le match était apparemment assez serré et ça s'est vraiment joué dans la toute dernière minute, où une faute pour arrêter le chrono était peut-être un peu trop dure, ou je ne sais pas, j'ai pas vu la faute. En fait, en tout cas, a été jugée antisportive. Donc du coup, en plus des lancers, bah, on n'a pas récupéré la possession Les deux balles, oui. après les lancers, puisque c'était une anti-sportive. Et il y a eu, je crois, une autre série de lancers francs derrière. Et voilà où le match se perd vraiment dans la dernière minute, puisqu'on était encore à égalité, je crois, à la dernière minute, si les infos et le récit que j'en ai eu étaient bien corrects. Euh, Tes projets dans les médias, c'est quoi? C'est tu te concentres un peu sur les futurs plateaux des matchs de Coupe d'Europe? Bah, dans l'immédiat, les prochaines échéances arbitrage, bah, c'est les plateaux Coupe de France déjà qui auront lieu, je sais plus, aux environs du 10 janvier. Après, bah, on va prendre les matchs de championnat Après les les uns autres. après les autres. Pour la Coupe d'Europe, les désignations ne sont pas encore faites, donc
on va attendre, est-ce que je serai appelé sur un tour préliminaire il arrive des fois qu'on fasse pas de tour préliminaire de Coupe d'Europe et puis qu'on, entre guillemets, réserve pour faire une phase finale. Donc j'attends de voir les désignations des Coupes d'Europe avant de pouvoir me projeter dessus. Parfait, ben écoute, en tout cas, Denis, merci. Et puis, ben écoute, Bah, de bon, rien. bon coup de sifflet. Bah, je te remercie. À bientôt. Ok, à bientôt Richard. Ok.